Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons d'Europe, fait avec la Maison de l'Europe de Tours, Centre d'information Europe Direct. Alors aujourd'hui, mon invité est Françoise Comte. Bonjour Madame Comte. Je vais vous présenter. Vous êtes conseiller juridique à la Cour européenne, à la Commission européenne, excusez-moi, je suis troublée ce matin. Alors, à la Commission européenne, vous êtes travaillé dans cette commission, vous êtes à la direction générale consacrée aux affaires intérieures et aux migrations, donc un vaste sujet. Mais vous avez un parcours intérêt important. Vous êtes passé dans différentes directions générales de la Commission. Je ne me trompe pas? Pas du tout. Voilà, donc je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Alors j'ai plein de questions à vous poser. Et la première, c'est peut-être, avant de rentrer dans le détail de la Commission, de voir finalement ce que vous qui êtes à l'intérieur, vous pouvez nous en dire. Je voudrais d'abord voir avec vous finalement quelle définition vous proposeriez de l'UE. Alors c'est une définition sûrement classique et partagée, bien sûr, mais je pense que de temps en temps, de redéfinir les choses, c'est une bonne idée. Effectivement, je suis assez d'accord. Un retour aux sources est souvent nécessaire et très utile. L'Union européenne, c'est une union d'États, de 28 États. Si c'est une union d'États, ça veut dire que c'est une organisation internationale régionale, centrée sur les 28 États qui en font partie. Et la conséquence, ça veut dire que ce n'est pas un État en tant que tel, ce n'est pas un État comparable à la France, à l'Allemagne ou à aucun des États des 28 qui la forment. Et dans la mesure où l'Union européenne est une organisation internationale, régionale, d'un type très spécifique bien sûr, mais une organisation internationale, ça veut dire qu'elle ne peut pas agir comme un État national. Elle n'a pas de police, elle n'a pas de justice, elle n'a pas d'armée par exemple, elle n'a pas d'attributs régaliens qui sont attachés à un État. Oui. D'ailleurs, en vous écoutant, je me pose la question, est-ce que parce qu'on parle quelquefois d'armée européenne, finalement c'est un peu contradictoire avec sa vocation, mais est-ce que c'est quand même possible ? C'est possible, et d'ailleurs récemment, un grand pas en avant a été fait en ce sens. On va avoir apparemment une amorce de coopération européenne pour l'armée. C'est un exemple de coopération renforcée qui vient d'être créé par 20 États, pas les 28. Et dans le cadre de cette coopération renforcée, si je me souviens bien, parce que je ne suis pas un expert de la défense, il va y avoir des essais pour construire ensemble du matériel, et ça permettra de faire d'énormes économies. Oui, ce qui ne sera pas du luxe. Non, c'est un peu un serpent de mer, mais en même temps, c'est quand même intéressant de se dire que finalement, le drapeau européen, c'est sans doute un des rares drapeaux dans le monde qui n'a pas fait couler le sang. Ah, tout à fait. Et on l'oublie un peu souvent, mais j'y pense en vous écoutant. Il ne faut pas l'oublier. De toute façon, les forces qui sont déployées par les États membres ou à l'avenir par l'Union européenne, si les projets en matière de défense se développent, sont des forces de paix, très clairement. Oui. Et ça, je crois qu'il faut toujours le rappeler. Il faut toujours le rappeler, bien sûr. Et il faut rappeler aussi que l'Union européenne a eu le prix Nobel de la paix. Oui. Tout à fait, c'est un peu passé à la trappe rapidement, je trouve, et c'est dommage parce que c'est quand même pas rien. C'est peut-être un problème de couverture médiatique parce que c'est très important et nous pouvons tous, comme citoyens européens, être très fiers de ce prix Nobel. Absolument. Alors cette organisation internationale qu'est l'Union européenne, qu'est-ce qui la fonde? Sur quoi est-elle fondée? Parce que il y a un État, il a une constitution. Nous, l'Union européenne, c'est autre chose. Tout à fait. La comparaison est très, très appropriée. Donc, un État, une constitution. Une organisation internationale comme l'Union a un traité de base, un traité fondateur. Alors, ces traités sont négociés par les États membres et ratifiés par les États membres, chacun selon leur procédure nationale de ratification et d'adoption d'un traité international, et bien sûr à l'unanimité. Les traités fondateurs, le dernier
qui est en vigueur, et s'appelle le traité de Lisbonne. Mais comme tous les autres traités, le premier c'était le traité de Rome, le dernier c'est le traité de Lisbonne, tous les traités sans exception ont été négociés, et je peux vous assurer que c'est vraiment pied à pied, virgule à virgule, que les États négocient les traités, et ils les ratifient bien sûr à l'unanimité, puisqu'il est hors de question qu'un État s'engage dans une organisation internationale sans l'avoir voulu. Sans l'avoir voulu. Donc, et on ne peut, du coup, nous sommes tenus par ces traités, on ne peut pas faire n'importe quoi. Toute négociation doit passer sous la ratification générale. C'est clair que tout changement des traités demande de passer par la même procédure. On renégocie tous ensemble et on re-ratifie tous ensemble à l'unanimité. Oui, alors après ce petit rappel finalement sur l'Union européenne, mais je crois que c'est tout à fait nécessaire. Je vous propose qu'on rentre un peu dans le problème de la Commission. Tout le monde en parle et personne ne s'en sert, personne ne sait exactement. Je voudrais qu'on voit ensemble quel est le rôle de la Commission, finalement, à quoi sert-elle? Est-ce que c'est le grand méchant loup que tout le monde déplore ou finalement, ce que je pense, elle a un rôle très important? À mon avis, la Commission a un rôle très important, mais tel qu'attribué par les traités. Et au titre des traités, la Commission fait, pour aller vite, parce que cette émission est courte, 4 choses. La Commission propose les lois européennes. Donc elle a ce qu'on appelle le monopole de l'initiative législative. Elle est la seule des institutions européennes, Commission, Conseil et Parlement, à pouvoir proposer les textes qui deviendront des lois européennes. C'est parce qu'elle est l'émanation de l'Union, en fait. Tout à fait, puisque c'est le rôle de la Commission dans l'architecture institutionnelle européenne, c'est de représenter l'intérêt général européen, alors que le Parlement représente les citoyens et le Conseil représente les États. Le deuxième pouvoir de la Commission, elle dispose d'un certain nombre de pouvoirs exécutifs, par exemple en matière de concurrence, où il y a des grandes affaires retentissantes en matière de concurrence, même contre des géants américains. En ce moment, c'est assez à la mode parce que on voit que l'Union a le pouvoir et le courage de s'attaquer à des géants américains. Aucun pays tout seul ne pourrait le faire. Tout à fait clair, même pas l'Allemagne toute seule, si elle décidait de sortir. Et la Commission aussi, par exemple, exécute le budget tel qu'il est voté par le Parlement et le Conseil. Le troisième élément qui est très important, c'est que le Conseil et le Parlement, une fois qu'ils ont voté les lois européennes, ces lois s'appliquent dans les États membres qui les ont votées, qui ont choisi le contenu et qui ont négocié pied à pied le contenu. Et alors la Commission, là, est dans son rôle dit de gardienne du traité, c'est-à-dire qu'elle va agiter un drapeau si les États membres mettent mal en œuvre les directives ou les règlements européens. Et c'est un pouvoir extrêmement important parce que la Commission est toujours là pour dire « Attention, nous avons une règle commune et nous devons l'appliquer et vous devez l'appliquer, vous, État, si vous le faites mal. » Et surtout que cette règle commune, il faut sans cesse le rappeler, elle a été votée par les États. Par les États et le Parlement. Voilà, mais sans les États sont quand même partie prenante du vote. Et donc, quand on dit que c'est la Commission qui décide, il faut rappeler que la décision, elle n'est pas là. Quand les informations parlent de Bruxelles ou de la Commission, c'est un non-sens. Ceux qui ont décidé et qui prennent les décisions, c'est le Parlement et le Conseil qui décident ensemble. Voilà, oui. Je crois que c'est important de le rappeler parce que quand on lit tout ce qu'on lit sur la Commission, sur le pouvoir de Bruxelles, on se rend compte que les gens sont assez mal informés là-dessus. Donc, c'est pour ça que je suis très contente qu'on fasse un peu le point sur le rôle de la Commission. Alors, il reste encore un rôle. Il y a un quatrième rôle qui est très important, c'est la Commission sur mandat du Conseil, donc sur mandat des États membres, représente l'Union à l'international.
D'accord. Donc, cette représentation, est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, un exemple de la représentation 2 exemples. Par exemple, le monsieur Michel Barnier, qui est français, est le négociateur de la Commission, mais sur mandat des États membres, pour négocier la sortie de la Grande-Bretagne, oui. Qui va à terme devenir un État tiers. D'accord. Donc c'est vraiment un rôle tout à fait important et majeur, et surtout aujourd'hui où on a quand même beaucoup de problèmes. Alors là, j'ai encore une question sur cette commission. On voit bien qu'elle est à la base de l'initiative législative et la loi, finalement, comment la commission bâtit-elle les règlements, les directives qui sont les termes pour les lois européennes, comment elle les bâtit? Donc, comment est-ce qu'on prépare un règlement ou une directive européenne? Comment on prépare D'abord, on travaille beaucoup. Oui, c'est rassurant. On travaille beaucoup et on commence avant toute chose, on commence par consulter. Il n'y a rien qui sort du chapeau de la commission comme ça, sans réfléchir. On commence par consulter extrêmement largement, en lançant des consultations publiques, par exemple sur le net, en consultant de façon ciblée des organisations, des organismes, les États membres qui sont plus intéressés aux futurs projets. On lance par exemple des études de faisabilité où on charge un organisme de recherche qui est compétent dans le domaine pour étudier des options possibles dans le domaine où on veut agir. Et puis sur base de toutes ces informations que la Commission a collectées et recueillies, la Commission va fabriquer un document qui s'appelle l'analyse d'impact. Et dans l'analyse d'impact, la Commission va étudier justement, je veux agir dans tel domaine, eh bien je vois, compte tenu des consultations que j'ai menées, que j'ai un certain nombre d'options possibles pour agir. Et on les étudie, ces options différentes, c'est 4, 5, 6 options, ça dépend des dossiers. Et on les étudie, on les décrit, on les étudie, on les évalue. Et puis, à la fin, la Commission, dans son rôle de représentant de l'intérêt général européen, en choisit une qui sera l'option préférée, qui va être l'option sur laquelle on va construire la proposition de règlement ou de directive. Donc là, on rédige le texte juridique, la proposition de directive ou de règlement. Il y a des mécanismes pour adopter au sein de la commission. On consulte en particulier l'ensemble des services pour que la commission puisse prendre une décision de manière collégiale et en étant complètement informée. Une fois que la commission a adopté sa proposition, la proposition est transmise aux deux autres institutions de l'Union, qui sont les institutions législatives et qui vont, au terme d'une navette législative, amender et adopter le texte. Et pendant ce temps-là, la Commission joue un rôle de médiateur entre les deux institutions législatives. Alors, cette émission est malheureusement finie et elle est passée bien vite. Alors, je vous remercie beaucoup, Françoise Comte. Vous êtes venue nous éclairer de l'intérieur sur la Commission européenne qui, j'espère, aura maintenant un nouveau visage et une nouvelle voix, la vôtre, dans la région. Donc, je vous remercie infiniment et je vous souhaite à tous une bonne semaine. À bientôt.